Quand on pense aux empires coloniaux de l'entre-deux-guerres, on a souvent une image assez simple, celle d'une domination totale. Mais la réalité, elle, est bien plus complexe. C'est une période pleine d'interactions, de tensions parfois silencieuses. C'est une histoire de pouvoir, oui, bien sûr, mais c'est aussi une histoire d'échange, de réappropriation et de résistance. On va plonger ensemble au cœur de cette relation vraiment ambivalente qui a façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, on va explorer tout ça en 5 temps. D'abord, on regardera la structure globale de l'Empire, puis la vie quotidienne des gens. On s'attaquera ensuite à l'idéologie de la mission civilisatrice, on verra les échanges culturels, et enfin, bien sûr, les révoltes qui annoncent déjà la fin d'une époque. D'abord, il faut qu'on se représente l'échelle du truc. C'était quoi concrètement cet empire mondial? Comment fonctionnait sa mécanique économique? 554 millions de personnes. C'est le nombre d'individus sous domination coloniale en 1900. C'est plus d'un demi-milliard. Ce n'est pas qu'un chiffre, c'est la création forcée d'un système mondial interconnecté, un système dont les conséquences politiques et économiques se font encore sentir aujourd'hui. Et qu'est-ce qui tenait tout ça debout? Eh bien, l'économie. Prenez la Banque de l'Indochine, par exemple. Ce n'était pas juste une banque, c'était un véritable instrument de pouvoir. Son réseau, c'était comme une toile d'araignée financière qui assurait le contrôle et la dépendance des territoires colonisés. Au final, qu'on parle d'économie, de finance ou de force militaire, tout se résume à un seul mot, l'assujettissement. C'est vraiment le principe fondamental de ce système impérial. Et c'est ça qui va teinter toutes les interactions humaines qu'on va explorer maintenant. Bon, mais au-delà des grandes structures, qu'est-ce que ça voulait dire pour les gens au quotidien? Ça ressemblait à quoi la vie de tous les jours dans ces sociétés coloniales? Les villes coloniales, c'était de vraies mosaïques de population. Regardez ici, à Oujda, au Maroc. Mais il y a un fait qui ne change jamais. Malgré leur domination, les Européens étaient toujours une écrasante minorité. Une minorité qui a le pouvoir, certes, mais entourée par la masse des colonisés. Du coup, la question qui se pose, c'est comment est-ce que ça se voyait, cette séparation, concrètement dans le paysage urbain et dans la vie de tous les jours? Pour que la machine impériale tourne, il fallait des bras. Le travail, qui était souvent forcé, a provoqué des migrations à une échelle qu'on a du mal à imaginer. Dans le Pacifique, par exemple, des populations entières ont été déracinées et déplacées pour aller bosser dans les plantations et les mines. Là, les mots sont sans équivoque. Ils viennent d'un rapport officiel. Ils sont d'une clarté brutale. Une véritable chasse à l'homme. Il n'y a pas d'euphémisme. C'était la réalité crue du recrutement de la main-d'œuvre dans certaines régions de l'Empire. Alors comment on justifie un système pareil, un système de domination aussi violent? Eh bien, par une idée, une mission, la fameuse mission civilisatrice. Mais qu'est-ce qui se passe quand on confronte ce mythe à la réalité des chiffres? Sur le papier, la promesse, c'était le progrès. Des hôpitaux, des écoles pour tout le monde. Dans les faits, la réalité était beaucoup plus pragmatique. Des services de santé minimaux, juste assez pour garder la main-d'œuvre productive. C'était moins une mission de civilisation qu'une simple gestion des ressources humaines, en fait. Le système de santé, c'était une sorte de pyramide. Tout en bas, une masse de soignants indigènes, avec des rôles subalternes. Et tout en haut, une petite poignée de médecins européens qui détenaient tout le pouvoir médical. Une structure qui était conçue pour contrôler, pas vraiment pour guérir à grande échelle. Et pour l'éducation, c'était la même logique, en pire peut-être. Au Mozambique, le taux de scolarisation des indigènes dans les écoles d'État était de 0,22%, moins d'un quart de pourcent. L'objectif n'était clairement pas d'éduquer un peuple, mais de former une toute petite élite, un relais indispensable pour l'administration coloniale. Du coup, pour les colonisés, l'école n'était pas vraiment perçue comme un cadeau. C'était, comme l'écrit si bien Cheikh Hamidou Khan, la forme nouvelle de la guerre. Une guerre pour les esprits, un outil de domination culturelle. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, l'histoire n'est jamais à sens unique. Même avec une hiérarchie aussi rigide, les cultures se rencontrent, s'affrontent et finissent par se mélanger. Les colonies sont devenues, un peu malgré elles, de vrais laboratoires d'identité nouvelle, hybrides. Le sport, c'est un exemple parfait de ça. Les jeux européens, comme le cricket ou le rugby, se diffusent partout, c'est vrai. Mais les populations locales ne se contentent pas de les copier. Elles se les approprient, elles les réinventent. Et parfois, le flux s'inverse complètement, comme quand les Britanniques se mettent à adorer le polo qui vient d'Asie. Cette réappropriation, on la voit aussi avec les infrastructures. Les colons construisent des chemins de fer pour leur commerce et leur armée. Et les populations locales, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles s'en servent pour leurs propres besoins, par exemple pour faciliter et renforcer d'anciens pèlerinages religieux. La religion aussi, ça devient un terrain de résistance. Au Congo, par exemple, le kimbanguisme mélange des éléments du christianisme avec une critique très directe du pouvoir colonial. C'est la naissance d'une résistance qui est à la fois spirituelle et profondément politique. Évidemment, toutes ces tensions culturelles, sociales, économiques, ça ne pouvait pas rester sous le tapis éternellement.
elles ont fini par éclater en révolte organisée, ce qui a déclenché en retour une répression absolument féroce. Et pour mater tout ça, il y avait un outil juridique redoutable, le régime de l'indigénat. En gros, c'était un système de justice parallèle, d'exception, où les colonisés n'avaient aucun des droits des citoyens de la métropole. Et comme on le voit ici, ce système de contrôle a duré plus de 60 ans. Et ce graphique, il parle de lui-même. Plus la résistance s'organisait, plus la répression devenait brutale. En Indochine, on voit la population des prisons exploser. C'est le miroir direct de la montée des contestations. Les prisons se remplissaient à mesure que le système se sentait menacé. Et pour finir, cet hymne kimingwiste des années 20, il résume parfaitement le basculement de l'époque. Les Blancs ont le signe de l'autorité, mais ils n'ont plus l'autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les structures de l'Empire sont encore là, la force est là, mais la légitimité, elle, a disparu. Et c'est dans cette fissure que les mouvements d'indépendance vont s'engouffrer juste après la Seconde Guerre mondiale. La fin de l'Empire, en fait, était déjà écrite.